Depuis 2008, voici ce que l'on nous raconte. La Société Générale a perdu 4,9 milliards d'euros. Le seul responsable, c'est Jérôme Kerviel. Mais des documents potentiellement explosifs apportent une toute autre lecture de l'affaire. D'abord, un rapport de justice qui accable la Société Générale, il a été détruit. Destruction de preuves, destruction d'archives, ce sont des infractions pénales. Si c'est vrai et si ça a été fait par des magistrats, c'est quand même quelque chose de grave. Deuxième élément à charge. Un enregistrement révèle que la Société Générale aurait influencé l'enquête. C'est vrai ce que vous dites. Vous étiez entièrement manipulé. La Société Générale aurait menti sur le montant de sa perte. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de commencer ce gros sujet qui est la Société Générale. Alors on va pas revenir un petit peu sur ce qui a pu se passer en 2008 avec notre cher Jérôme Kerviel, pas du tout. On va vraiment essayer de faire un audit de la situation de la Société Générale actuelle qui justement rencontre beaucoup de doutes, pas mal justement de problématiques par rapport à la concurrence, et on va essayer vraiment de mettre tout ça à plat, essayer de décortiquer un peu cette situation, de l'expliquer, parce que c'est pas facile à comprendre sur pas mal de points. Donc je préviens tout de suite, ça va être une vidéo où il risque d'y avoir quand même pas mal de lecture, parce que ça a été un gros travail de recherche de données, un très gros travail de comparatif de données, notamment avec la concurrence entre par exemple Société Générale, Société Agricole, Crédit Agricole, n'importe quoi, excusez-moi, BNP Paribas, etc. Donc on a vraiment essayé d'émettre des comparatifs assez précis. Ça a été pas mal de temps de préparation. Donc on va pouvoir débuter. Vous allez voir, c'est très intéressant, surtout si vous avez des comptes qui sont présents dans cette banque. Alors rien d'alarmant, d'accord, pour le moment ça va pas tomber demain, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut retenir, mais c'est toujours très important quand vous êtes financier, quand vous êtes trader, que vous travaillez dans ce domaine-là, ou que même vous êtes un particulier, avoir ce qu'on appelle la conscience financière, c'est très important, d'accord. Je trouve que c'est essentiel pour moi d'avoir une éducation financière à ce niveau-là, et de savoir finalement avec quels partenaires on travaille, ou dans quelles institutions finalement on dépose nos fonds personnels, nos comptes courants, nos assurances, nos LDD, enfin bref, tout genre de choses. C'est très 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 important de savoir finalement avec quelle structure on travaille, est-ce que ces structures sont pérennes sur le long terme, quelle direction opérationnelle elles choisissent de sélectionner. Et vous allez voir que la Société Générale, c'est un très 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 gros sujet, et c'est très important de le mettre en avant aujourd'hui, parce que ça pourrait avoir des impacts justement à terme. C'est très important de savoir ce qui se passe. Donc le titre, c'est la Société Générale en crise, entre doutes des investisseurs et stratégie de survie. Depuis quelques mois, la Société Générale connaît une crise profonde qui secoue le secteur bancaire européen. L'un des signes les plus inquiétants de cette situation, c'est la chute vertigineuse de son action, désormais valorisée à seulement un tiers de sa valeur comptable. Ce niveau historiquement bas, le plus faible en 10 ans, fait écho à une perte de confiance sans précédent des investisseurs. À titre de comparaison, la valorisation boursière de la SG est inférieure de 60% à celle de ses principaux concurrents européens, un écart qui témoigne de la gravité de la situation. Donc là, malheureusement, le screen est peut-être un petit peu trop petit, mais j'arrive à percevoir que depuis justement la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron il y a quelques temps de ça, on a reperdu 30%, je peux vous rendre compte, 30% c'est énorme. Donc c'est venu, on va dire, mettre un coup de plus sur la tête de la Société Générale, cet événement. Et voilà, en réalité, ils ont reperdu 70% depuis 2020. En 2008, ça a perdu 90% de valeur en bourse. Et en fait, vous allez voir sur le graphique à la fin, ils n'ont jamais repris leur niveau depuis 2008, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais passés au-dessus des pertes subies en 2008. Donc on va essayer de venir émettre pas mal de détails par rapport à ça. Là vous avez le contexte graphique qui est vraiment pas très bon. À noter que quand votre cours finalement se casse la gueule de cette manière là, c'est que les marchés financiers, c'est un zéro sum game, d'accord. C'est-à-dire que vous avez des acheteurs, vous avez des vendeurs, donc ça signifie que là on a beaucoup plus de ventes que d'achats, d'accord. Pourquoi? Parce que le carnet d'ordre décale vers le bas. Si votre prix baisse sur les marchés financiers, c'est qu'il y a plus de quantité vendeuse que de quantité acheteuse, d'accord. Donc quand vous avez beaucoup de ventes, vous avez des très gros mouvements comme ça, parfois sont très violents, comme celui-ci, d'accord. Et donc là c'est le cas, d'accord. On a encore moins 30% sur l'action, et on va essayer de se demander un petit peu ce qui se passe, parce que c'est problématique, la SG n'arrive pas à se reprendre. On va essayer vraiment de décortiquer, faire un audit finalement de cette situation, comprendre ce qui peut se passer dans les bureaux, comprendre ce qui peut se passer en interne, tout simplement. Très intéressant aussi ici, vous avez justement la valorisation de la SG qui est présente là, d'accord.
comparé justement à la moyenne européenne, ok. Et donc vous voyez que c'est largement en dessous de la moyenne, hein. C'est pas bon du tout, c'est une des plus basses d'ailleurs, comparé à justement Barclays, BNP Paribas, la banque espagnole BBVA, la Dutch, ING évidemment, Nordea, Santander, UBS, Unicredit, d'accord. On voit que là la SG est vraiment pas dans une bonne position. À noter que c'est des graphiques qui sont très récents, d'accord. Ils datent du 29 juillet 2024, d'accord. Ils sont sortis très récemment, de la part vraiment de DataStream, très très fiable pour le coup, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc voilà, c'était on va dire les derniers échos de juillet qui ont vraiment pas été bons, et finalement on commence à mettre le doigt sur quelque chose de compliqué. Donc on va essayer de soulever un petit peu tout ça. Une rentabilité en berne, la rentabilité de la banque est au cœur des préoccupations pour l'année 2024. SG prévoit un rendement des fonds propres, ce qu'on appelle le ROE, de seulement 6%, ce qui en fait la banque la moins rentable parmi les grandes institutions financières européennes. Cet objectif déjà peu ambitieux est perçu par le marché comme difficile à atteindre. L'objectif à court, moyen terme, fixé à 9-10% d'ici 2026, n'inspire guère plus de confiance. Les analystes et les investisseurs semblent sceptiques quant à la capacité de la SG à se redresser, et ce malgré les efforts du nouveau PDG qui s'appelle Koupra, qui est pour moi un très bon financier, il n'y a pas de souci avec ça, mais encore une fois c'est un nouveau PDG, il récupère une banque, une institution dans un état très compliqué, et encore une fois c'est un peu comme la démographie, on n'appuie pas sur un bouton pour que on ait plus 3 millions d'habitants et donc assurer on va dire le travail, donc les retraites et donc les recettes fiscales. Une banque c'est pareil, hein, c'est à dire qu'en appuyant sur un bouton on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, ça peut parfois prendre quelques années, voire même plus que quelques années, et donc là Koupra bénéficie justement d'une institution en mauvais point sur beaucoup de points. C'est-à-dire que c'est une banque qui est rentable, il n'y a pas de souci avec ça, mais le problème ici est compétitif, et vous allez voir que par la suite ça peut poser beaucoup de soucis. Des activités en difficulté, les difficultés de la SG sont d'autant plus préoccupantes qu'elles touchent l'ensemble de ses activités. La banque de détail en France, traditionnellement une source de revenus stable, est étouffée par des régulations strictes et une concurrence féroce. Parallèlement, la banque d'investissement, autrefois un pilier de sa stratégie, est devenue trop volatile et vulnérable aux erreurs. Cette instabilité contribue à l'incertitude qui entoure l'avenir de la banque, et aucune de ses divisions ne semble capable de tirer de la croissance vers le haut. Donc on comprend ici qu'il y a quand même pas mal de soucis qui viennent se mettre en place, et que notre cher nouveau PDG ici va avoir quand même beaucoup de défis à relever. Voilà, c'est très compliqué, il y a quand même pas mal de problématiques qui prennent place. Maintenant on va rentrer dans le détail juste après. De ce fait, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, il y a de la vente d'actifs pour émettre de la restructuration, pour vraiment relancer un peu la machine, d'accord, dire ok allez, on vend des actifs, on se déleste un petit peu de nos possessions pour récupérer un peu de cash flow, récupérer de la trésorerie, et boum, restructurer, remettre un petit coup de peinture sur les murs pour pouvoir relancer un peu l'activité. Sauf que dans les faits vous allez voir que ça marche pas forcément. Face à cette situation critique, la direction de la SG, donc de la Société Générale, a entrepris une série de ventes d'actifs dans le but de redresser ses finances. La cession récente de ses activités de banque privée en Suisse et au Royaume-Uni pour 900 millions d'euros n'est qu'une première étape. D'autres désinvestissements sont envisagés, notamment des filiales cotées comme Evans, Commerzbank, Banca et BRD, désolé d'écorcher les noms, qui pourrait rapporter 8,2 milliards d'euros, soit 43% de la capitalisation boursière actuelle de l'ASG. Ces ventes massives visent à non seulement renforcer le bilan de la banque, mais aussi à la rendre plus attractive pour une éventuelle fusion. D'accord ? Donc là, en fait, on est vraiment, comme qui dirait, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective où, ok, on vend beaucoup d'actifs, parce que quelque part, on a besoin de se restructurer, mais on se rend compte qu'on aura beau vendre autant d'actifs qu'on veut, le marché conserve quand même une image assez délicate de la banque, assez délicate depuis 2008 d'ailleurs, et assez délicate notamment par rapport, si vous voulez, à la perte de confiance très brutale qu'on a d'un coup sur un événement qui n'a rien à voir avec un événement bancaire, hein, comme la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc forcément ces ventes massives, elles ont deux buts en soi. Le premier, c'est de se dire ok, on a suffisamment de cash flow pour potentiellement redresser la barre, mais si jamais on n'y arrive pas, on sera dans tous les cas moins cher et plus attractif si jamais on doit vraiment utiliser l'apport de la dernière chance, c'est-à-dire se faire on va dire fusionner avec une autre banque, notamment BNP qui est très intéressé par le sujet, et aussi il me semble UBS, je ne sais plus exactement, on va le voir juste après, mais forcément là actuellement ils sont vraiment en train de couvrir un petit peu les arrières si jamais la restructuration ne fonctionne pas et qu'ils n'arrivent pas finalement à reprendre en valeur sur les marchés, et surtout en valeur par rapport à la confiance des investisseurs, par rapport à tout ce qu'on va aborder désormais. Donc vous voyez ici la Société Générale va céder 2 filiales de banque privée au Suisse UBP pour 900 millions d'euros, d'accord, c'est vraiment très 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 conséquent comme chiffre, il faut vraiment le comprendre, c'est vraiment très conséquent.
d'accord, mais finalement elle se déleste un petit peu de tout ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire que c'est comme si là elle avait vraiment le point principal, d'accord, avec 3 annexes, ok, puis finalement elle se rend compte que bah, ça c'est rentable mais ça coûte cher, ça c'est un peu près rentable, un peu moyen, puis ça c'est un peu moyen, donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle veut se concentrer sur le centre principal, vraiment mettre la totalité on va dire, de ses moyens dans l'évolution de la base principale, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se délaisse finalement des 3 branches par exemple, pour vraiment centraliser la zone de tir quelque part, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc pour comprendre la rentabilité de la Société Générale par rapport à ses concurrents, bah, il y a plusieurs choses à émettre. Et ce qu'on appelle la rentabilité d'intérêt net, les commissions sur ce qu'on appelle les revenus et les services, les gestions des coûts, gestion des risques, économie d'échelle, innovation et adaptation. D'accord, ici l'optimisation du capital avec ce qu'on appelle le CET1 dont on va voir juste après. Donc pour ce qui concerne la marge nette, il faut comprendre qu'en 2023, l'ASG a enregistré à peu près une marge de 1,5%, ce qui est encore une fois inférieur à celle de ses concurrents, type la BNP, type justement le Crédit Agricole. D'accord, BNP c'est à peu près 1,9, Crédit Agricole c'est 2,1. Alors vous allez me dire mais oui mais il n'y a pas beaucoup de différence, enfin BNP voilà c'est que 4 points de plus, oui mais on ne parle pas en milliers d'euros, là on part en milliards et milliards et milliards d'intérêts nets, d'accord, c'est des très très grosses sommes qui sont on va dire engagées, d'accord, donc forcément bah, cette différence elle va s'expliquer par des portefeuilles de prêts qui sont bien moins rentables et des expositions qui sont beaucoup plus élevées à des marchés avec des taux d'intérêt plus faibles. Donc encore une fois il y a une réelle si vous voulez direction stratégique dans par exemple le fait d'octroyer des prêts, etc., d'accord. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très concret. Deuxième point, c'est les commissions et les revenus de service. D'accord. Donc en 2023, l'ASG a généré 8 milliards d'euros de revenus issus des commissions et services bancaires, ce qui représente environ 30% de ses revenus totaux. Pas de souci. Mais à titre de comparaison, BNP c'était 11,5 milliards d'euros, d'accord, dans la même catégorie, soit 35% de ses revenus, ce qui est quand même énorme. Et donc la différence, elle montre qu'il y a quand même un potentiel totalement inexploité de la part de l'ASG dans ce domaine-là. Elle pourrait tirer des avantages bien plus conséquents, parce que l'ASG c'est quand même une des banques qui a le plus de clients, elle a 25 millions de clients, elle pourrait augmenter ses frais de service et j'en passe, d'accord. Mais encore une fois, elle va se confronter, si vous voulez, après à sa clientèle, d'accord. Donc on est vraiment dans des modèles structurels qui sont un peu compliqués et qui sont entre guillemets un petit peu difficiles à changer comme ça du jour au lendemain. Ok, on est vraiment dans un modèle structurel qui vient poser un petit peu souci. Au niveau de la gestion des coûts, le ratio coût-revenu de l'ASG était de 70%, ce qui signifie que pour chaque euro gagné, 70 centimes étaient dépensés en coûts opérationnels. Ce ratio est plus élevé que celui de la BNP qui a réussi à maintenir justement ses coûts à 62%, donc 70 centimes qui étaient dépensés pour des coûts opérationnels par exemple, et le Crédit Agricole qui affichait 64%. Cette différence indique que l'ASG a des marges d'amélioration significatives dans la gestion de ses coûts, notamment en réduisant ses frais généraux et en optimisant ses processus. D'accord. Donc là on est juste en train de faire l'audit, ok, on est juste en train de lire les datas par rapport à la concurrence. Pour le moment, il y a vraiment que ça qui nous intéresse. Par la suite, on peut observer que, par exemple, pour la gestion des risques, ok, le coût du risque provision pour perte sur prêt, donc c'est pas très compliqué à comprendre, de SG s'est élevé à 0,32% de ses actifs en 2023, d'accord, ce qui représente une petite amélioration quand même par rapport à 2022, mais c'est toujours plus élevé justement que la BNP Paribas où on est à 0,26, ok, ce qui signifie que la SG a dû mettre de côté une part plus importante de ses revenus pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts, ce qui impacte sa rentabilité. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement il y a eu un meilleur coup joué du côté de la BNP Paribas dans les actions de prêt, de ce qu'on va donner, de ce qu'on va prêter, de ce qu'on va accepter entre guillemets de prétexte, etc. On voit que ici BNP Paribas a été bien plus efficient. Et encore, on la compare évidemment à une des plus grandes banques européennes, évidemment, mais ça reste quand même significatif, parce que l'ASG n'est pas une petite banque, hein, attention. Au niveau des économies d'échelle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a quand même 25 millions de clients qui pourraient théoriquement bénéficier de ce qu'on appelle d'économies d'échelle, d'accord? C'est-à-dire que les économies d'échelle, on peut mettre moins cher, donc être plus attractif, mais quand même gagner plus que des personnes qui sont plus chères, mais qui ont moins de clients, d'accord? Cependant, en 2023, le revenu par client de SG était de 480 € contre 530 € pour BNP Paribas. Cela indique que SG n'exploite pas pleinement son potentiel client, en partie à cause d'une base de revenus moins diversifiée et de marge plus faible, évidemment, d'accord. Donc on voit qu'il y a un problème structurel, on voit qu'il y a un problème vraiment, et si vous voulez, ce souci de restructuration et de vente d'actifs, il est nécessaire, d'accord, il est nécessaire, il y a besoin de faire de la recherche, il y a besoin d'avoir des experts qui peuvent mettre le doigt sur les problèmes, d'accord. Sixième point, innovation et adaptation. SG a investi environ 1 milliard d'euros en 2023 dans des initiatives numériques et technologiques. Cependant, ce montant reste en dessous des 1,5 milliard d'euros investis par BNP Paribas et de 1,2
2 milliards d'euros par le Crédit Agricole. Cela montre un retard relatif dans l'innovation technologique, ce qui pourrait limiter la capacité de l'AIG à attirer et à retenir des clients, surtout parmi les jeunes générations. Donc vous voyez que par rapport à tout ce qu'on a vu avant, d'accord, hein, tout est fait pour que ce soit dans un ordre quand même très très précis. Le travail est bien fait évidemment. Ce qu'on repère ici de très important, c'est qu'on voit que sa gestion de risque c'est plus élevé, ses économies d'échelle c'est moins élevé, sa gestion des coûts c'est plus élevé, ça lui coûte plus cher, ses commissions c'est moins élevé et ses marges elles sont moins bonnes. Alors que pourtant c'est celle qui a le plus investi en 2023 dans justement, ça a quand même investi beaucoup, quand même 1 milliard dans justement la recherche dans l'initiative numérique, technologique pour améliorer peut-être ses process, avoir plus d'efficience et j'en passe. Et pourtant elle est toujours en dessous, d'accord, elle est toujours en dessous. C'est vraiment pas convenable. Et on voit qu'il y a quand même des soucis. Ok, on a investi, mais on est toujours en dessous. Tout du moins, on garde des écarts toujours aussi importants. Donc on voit qu'on tape un peu dans l'eau et que ça ne sert pas à grand chose. Point très important, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du capital. Ok, l'optimisation du capital pour une banque, c'est extrêmement important. Vous allez avoir ce qu'on appelle la note CET1 en finance qui va vraiment déterminer la solidité d'une banque. Ok, on va voir ça juste après. Donc le ratio fonds propres de catégorie 1, ce qu'on appelle le CET1 de SG était de 13,1% en 2023, ce qui est conforme aux exigences réglementaires, mais légèrement inférieur à celui de BNP Paribas, 13,5, de Crédit Agricole, 13,4, bien que ce ratio indique que l'AIG est financièrement solide, ce qu'on appelle son RE, son rendement des fonds propres, reste faible à 6%, ce qui reflète une utilisation moins efficace de son capital par rapport à ses concurrents. Et dans tous les cas, ça se voit, parce que ça vient se refléter dans les économies d'échelle, dans la gestion des risques, dans la gestion des coûts, dans l'innovation et l'adaptation, les marges et les commissions évidemment. D'accord, on voit qu'il y a un problème structurel qui ne va pas bien. Bon, là encore une fois, on fait une audit, on fait une lecture des chiffres et des comparatifs. Ok, on essaie de comprendre les soucis et vraiment là où il faut mettre le doigt pour comprendre le problème. Et on peut dire que la Société Générale présente plusieurs défis en termes de rentabilité par rapport à ses concurrents directs. Bien que disposant d'une large base de clients, la banque doit améliorer ses marges d'intérêt, diversifier ses sources de revenus, mieux gérer ses coûts et renforcer son investissement dans l'innovation pour rester compétitive. Mais ils ont déjà investi, mais l'investissement ici, il n'a pas été rentable. Même aucune rentabilité, ça a creusé même certains fossés. Ça a rattrapé certains fossés ici sur la gestion des risques, mais pour le reste, pas grand-chose. La comparaison avec BNP Paribas et Crédit Agricole montre que l'AIG a des marges d'amélioration importantes pour atteindre une rentabilité comparable à ses rivaux. En effet, le CET1, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le résultat qu'on obtient quand on va diviser les fonds propres, d'accord, par rapport aux actifs pondérés à risque, ok. Et par rapport à cette note-là, on va pouvoir déterminer si vous êtes solide, pas forcément solide, plutôt à risque ou pas. Donc on lit que le ratio des fonds propres de catégorie 1 est un indicateur clé pour la solidité financière d'une banque. Il représente le pourcentage d'actifs pondérés en fonction des risques qui sont couverts par les fonds propres de la banque, essentiellement son capital de haute qualité. En général, le CET1 élevé est considéré comme meilleur pour les raisons suivantes. Donc on va pouvoir regarder un CET1, plus il est élevé, mieux c'est. D'accord, plus on a un gros ratio entre les fonds propres, donc plus on a de fonds propres par rapport aux actifs pondérés, c'est-à-dire que plus vous avez beaucoup de trésorerie par rapport aux risques que vous avez inclus sur les marchés ou aux prêts un peu douteux que vous avez pu faire, en fait on sait que vous êtes solvable, donc il n'y a pas de problème. Donc plus c'est élevé, mieux c'est, et donc on va en prendre en compte la solidité financière, conformité réglementaire, confiance des investisseurs, rentabilité, utilisation du capital. Ça c'est très important, c'est vraiment les 5 points les plus importants. Le CET1 élevé est généralement positif car il renforce la résilience et la confiance en la banque, cependant il doit être équilibré avec d'autres objectifs financiers, notamment la rentabilité pour assurer une performance globale optimale. D'accord, c'est-à-dire que vous avez beau avoir avec beaucoup de fonds propres, avec des actifs pondérés plutôt gérables, okay, donc ce calcul peut être cohérent, mais si vos prévisions de rentabilité ou justement vos objectifs financiers paraissent un peu vagues ou un peu flous, on peut totalement dégrader votre CET1. D'accord, il y a d'autres choses qui peuvent intervenir justement dans cette notation. Et la question que vous allez me poser, et je suis sûr que vous l'avez en tête, c'est ok, on a bien compris que la problématique elle était compétitive, mais finalement, où est-ce que ça peut amener l'AIG dans un premier temps, puis dans un second temps, décidément j'ai des alertes qui sonnent un peu dans tous les sens. Bon, si ça sonne comme ça, c'est que c'est bon signe. On a eu des annonces aux États-Unis là, bon, on va pas en parler maintenant, c'est pas le sujet, plutôt profitable, c'est sympa. Donc oui, c'est bien, elle est rentable, il n'y a pas de souci, c'est compétitif, mais pourquoi tu nous embêtes avec ce sujet? C'est une banque qui est rentable, donc il n'y a pas de crainte à avoir finalement, il n'y a pas de souci. Alors vous allez comprendre que si, il y a des soucis, et il faut vraiment rentrer dans le détail. Donc, premier risque, c'est un risque de déclin progressif. D'accord, il faut comprendre qu'il y a une pression des concurrents qui est compliquée, qui est vraiment très violente dans la banque et dans la finance. Donc les concurrents par exemple comme BNP Paribas
ou le Crédit Agricole qui eux affichent vraiment des performances financières supérieures en termes de marge d'intérêt, en termes de meilleure gestion des coûts, d'innovation, etc. Ils peuvent clairement capter une part du marché bien plus importante en disant bah vous voyez la Société Générale bah voilà elle fait ça mais nous vous voyez on est vachement mieux là-dessus donc entre guillemets on est plus solide, faites-nous confiance, d'accord. Et on peut avoir vraiment ce qu'on appelle des switches très clairement de banque à une autre et donc ça peut faire de la perte de clients. LG pourrait voir une partie de son marché diminuer si elle n'améliore pas ses performances dans ce domaine, donc un déclin progressif. Deuxième partie, c'est une perte d'attractivité. Si forcément elle n'augmente pas sa rentabilité, elle risque de devenir moins attractive pour les investisseurs, ce qui pourrait affecter sa capacité à lever des fonds à des conditions favorables. Un faible rendement des fonds propres, REE, peut décourager les investisseurs, entraînant une baisse de la valeur boursière. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés, avec une très grosse perte, on va le voir à la fin. Deuxième point très important, c'est la pression réglementaire. Et ça, il faut le comprendre, parce que les réglementations dans la banque, ça change vraiment régulièrement. D'accord. Donc on peut avoir ce qu'on appelle une augmentation des exigences réglementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un déclin, les régulateurs de leur côté, ils pourraient renforcer les exigences en matière de capitaux, de gestion de risque. Et donc si l'ASG elle continue d'afficher des performances inférieures à celles de ses concurrents, elle pourrait avoir du mal à se conformer à des nouvelles réglementations sans affecter sa rentabilité. D'accord. Donc on peut comprendre qu'encore une fois, on est encore une fois dans cette logique de déclin. D'accord. Et ça peut amener à une banqueroute. Vraiment, elle peut ne plus du tout être rentable. Et ça peut poser des soucis. Impact des coûts de conformité. Le coût élevé de la conformité réglementaire combiné à une marge faible d'intérêt net pourrait réduire encore davantage les bénéfices de l'ASG. Cela pourrait contraindre la banque à prendre des décisions difficiles concernant la réduction des coûts ou de restructuration. Donc en principe, dans une institution financière, dans une entreprise en règle générale, la première chose qu'on fait, c'est qu'on liquide le salaire. D'accord. Donc on liquide les salariats. Donc on va vraiment fermer les agences, on va réduire les coûts d'activité pour essayer de se relancer sur une bonne dynamique. Okay. Et donc ça, c'est vraiment très très mauvais signe. En principe, quand vous avez une banque de la taille de l'ASG qui commence à mettre, on va dire, en public ce genre de points, vous avez vraiment des gens qui switchent de banque et là c'est terminé. C'est vraiment terminé. C'est pas bon. C'est pas bon. 3. Adaptation à un environnement en mutation, risque d'obsolescence. Les retards en matière d'innovation technologique et numérique pourraient laisser SG derrière ses concurrents, surtout face à l'essor des fintech et des néobanques qui sont plus agiles, mieux adaptés aux attentes des consommateurs modernes. Et oui, ici, tous ces milliards d'investissements qu'elle met, finalement, ça ne vient pas retrouver l'équilibre des très bonnes néobanques qu'on trouve aujourd'hui, type Revolut, N26, ce genre de choses. En fait, la banque elle est ancienne, on ne veut plus être là-bas. Donc oui, c'est toujours un souci d'attractivité, de compétitivité. Mais le plus gros souci, c'est celui qu'on vient d'aborder. C'est le fait que si on a un déclin progressif, moins de marge nette, et on peut avoir des coûts de restructuration qui peuvent ne pas fonctionner. Et à ce moment-là, la suite, elle est pas belle. Elle est vraiment pas belle. 4. Alors, risque d'obsolescence, évolution des modèles d'affaires, la capacité de SG à s'adapter aux nouveaux modèles d'affaires bancaires comme la banque en ligne, les services financiers et intégrer ce genre de choses, ça va être crucial pour maintenir sa compétitivité. Elle doit être à la hauteur. D'accord. Mais encore une fois, ils ont investi 1 milliard et pourtant, ils sont derrière sur tous les chiffres. Donc ça, encore une fois, c'est pas bon. 4. Conséquences stratégiques, possibilité de restructuration. Donc si la rentabilité ne s'améliore pas, l'ASG pourrait envisager des mesures drastiques telles que la réduction des coûts, la vente d'actifs, donc c'est ce qu'on vient de voir à 900 millions et 4,8 milliards, non stratégiques, ou même une fusion avec une autre institution pour renforcer sa position. Et ça, on va en parler juste après. Focus sur le marché rentable, SG pourrait se recentrer sur des marchés ou des segments plus rentables pour améliorer son rendement global. Cela pourrait entraîner une réduction de la présence sur certains marchés ou une concentration sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, en clair, c'est du kit tout double. D'accord. Soit vous lancez un bon trade, soit vous lancez pas un bon trade. D'accord. Donc ça peut être rudement problématique sur beaucoup de points. Et forcément, c'est un sujet qui est extrêmement important à avoir en tête, c'est qu'il pourrait se dire ok, allez, on coupe tout et on se remet sur un seul secteur. Sauf que, est-ce que ce secteur-là va garder son équilibre? D'accord. Parce qu'encore une fois, quand vous avez un tabouret à 4 pieds, s'il y en a un qui tombe, vous garderez en équilibre. Là, la SG, elle pourrait se dire ok, on se focus que sur 2 trucs, mais si y en a un qui tombe, il n'y en a plus qu'un. Puis si l'autre il vacille aussi, c'est un peu compliqué. D'accord. Voilà, je vulgarise un peu le propos, parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais c'est vraiment les cas. Enfin, c'est vraiment les sujets. Donc voilà, ça c'est vraiment les problématiques qui pourraient atteindre, surtout le déclin progressif, et le fait que si elle ne court pas aussi vite que les autres, il y a bien un moment donné où elle peut être assez rentable, et là les problématiques sont un peu plus conséquentes. Donc est-ce qu'on est dans une stratégie de survie ou dans une portée de fusion? D'accord. Enfin, une opportunité de fusion, excusez-moi. Parce que c'est vraiment le sujet finalement. Est-ce qu'on est plutôt dans le côté où on veut survivre, on liquide des actifs, on veut se restructurer, on va avancer tout seul et on veut vraiment se remettre sur pied, ou est-ce que plutôt on est dans une stratégie où on commence à faire mine, qu'on veut structurer, on veut vraiment engendrer beaucoup de fonds propres,
et vraiment avoir ce qu'il faut et montrer qu'on est en capacité de fusionner, plaire, hein, c'est un peu la parade nuptiale, hein, vraiment, on a envie de plaire au marché pour se faire racheter ou pour se faire acquérir ou fusionner. Ça c'est bien la question. Et donc la question qui se pose est de savoir si ces mesures suffiront à sauver l'ASG ou si elles ne font que préparer le terrain pour une acquisition par un autre géant bancaire. En se délestant de certaines de ses activités et en se concentrant sur ses forces, l'ASG pourrait devenir une cible de choix pour les banques comme Unicredit, BNP Paribas ou la Deutsche Bank qui pourraient être intéressées par une fusion. Une SG allégée et restructurée pourrait en effet représenter une opportunité stratégique pour ces institutions, leur permettant de renforcer leur position sur le marché européen tout en bénéficiant des actifs restants de l'ASG. Donc le fait de montrer qu'on a beaucoup de fonds propres, donc on a vendu des actifs, etc., ça intéresse beaucoup. Parce que du coup, une banque comme la BNP Paribas, avec sa qualité stratégique, sa qualité technologique, va utiliser ces gros fonds de l'ASG pour restructurer la banque. Et donc on serait vraiment sur une période bien plus pérenne pour la banque en question. Donc ici on l'a, la société pourrait vendre ses filiales, donc voilà, bon, elle les a vendues, hein, c'est fait. Enfin ça c'est pas encore fait, c'est 4,8 milliards, elle en a déjà vendu 2 pour 900 millions. Valeur 8,2 milliards, c'est 43% de sa capitalisation boursière, de quoi financer une restructuration en profondeur ou finalement de plaire au marché par rapport à la capacité de fonds propres. Parce que quand vous achetez une entreprise mais qu'il n'y a pas de trésorerie à l'intérieur, vous dites voilà, attends, je vais devoir utiliser ma première activité pour restructurer la deuxième, sauf que là il va y avoir beaucoup de fonds propres. Et encore une fois, la BNP Paribas ou même Unicredit ou la Deutsche Bank a des capacités stratégiques et technologiques bien plus conséquentes que l'ASG pour remettre les choses en place. Mais encore une fois, ça peut avoir des conséquences, on va le voir juste après. Projection et scénario d'avenir. À ce stade, plusieurs scénarios sont envisageables. L'ASG parvient à exécuter son plan de vente d'actifs et améliorer sa rentabilité. Elle pourrait retrouver la confiance des investisseurs en restant indépendante. D'accord, donc voilà, potentiellement, on va dire utiliser 50% des fonds propres qu'elle va récolter, donc des 8,5 milliards là. On va dire qu'on est à 9 milliards avec les 900 millions. Ouais, on va dire qu'on a 9 milliards. Donc on va dire qu'elle utilise 4,5 milliards pour essayer de se restructurer et de rester indépendante. Si elle voit que ça marche pas, je pense qu'ils vont mettre le haut là, ils vont dire ok, les résultats ils sont pas au rendez-vous, une fusion ça pourrait devenir la meilleure des solutions, voire la seule option possible pour la survie de la banque. Donc dans ce cas, il reste à voir qui parmi les potentiels acquéreurs prendrait l'initiative. BNP Paribas avec sa force de frappe financière et son ambition de dominer le marché européen semble le candidat le plus logique, mais des acteurs comme Unicredit ou la Deutsche Bank pourraient également être en tête de liste, cherchant à renforcer leur position sur le vieux continent. L'avenir de la Société Générale reste incertain, mais une chose est sûre et claire, la banque est dans un tournant décisif de son histoire. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si l'ASG peut surmonter cette crise ou si elle devra se résoudre à un avenir sous une nouvelle bannière. Les investisseurs, les régulateurs et les concurrents observent de près car l'issue de cette situation pourrait bien redessiner le paysage bancaire européen pour les années à venir. Oui, parce que récolter une base de 25 millions de clients pour la BNP Paribas, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, surtout que la technologie de BNP Paribas et leur force de mouvance et leur capacité à mettre des choses en place est bien plus supérieure par rapport à l'ASG. Donc ça serait une très grosse part de marché acquérie par la BNP Paribas. Maintenant, la question, c'est quelles sont les conséquences pour les clients de la Société Générale en cas d'aggravation de la crise. On rappelle que c'est une banque qui est rentable, pas de souci, mais pour combien de temps? Par rapport justement à ce déclin progressif et au fait que les régulateurs ici, ils pourraient renforcer les exigences en matière de capitaux et de gestion de risque. Donc si l'ASG elle continue d'afficher justement des performances qui sont inférieures à celles de ses concurrents et potentiellement inférieures aux régulateurs, elle pourrait ne plus du tout avoir de quoi se conformer aux nouvelles réglementations. Ça affecterait sa rentabilité et donc elle devrait jouer sur les coûts pour on va dire se mettre en conformité. Et donc là on ferme des agences, on liquide des salariés et en principe quand vous affichez cette image, encore une fois, c'est vraiment la pire chose à faire. D'accord. Ici vous avez l'arbre généalogique de la BNP Paribas. Voilà, je vous le laisse, faites pause si vous voulez regarder, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir l'observer. Donc si la situation de la Société Générale venait à s'aggraver, les clients pourraient faire face à plusieurs conséquences directes, bien que les dépôts bancaires soient protégés en France jusqu'à 100 000 euros par des fonds de garantie de dépôt de la résolution, de ce qu'on appelle la FGDR. D'autres aspects de la relation client pourraient être impactés, parce que dans tous les cas, on comprend que c'est une banque qui est rentable, on comprend que c'est une banque qui a un bon CET1, donc elle a une bonne solidité financière, donc elle ne va pas cracher, d'accord, elle n'est pas surexposée sur les marchés avec des pertes non réalisées, ou d'un coup elle va se faire liquider, et entre guillemets, vous n'aurez plus accès à vos fonds. Non, on n'en est pas là. Elle a un beau CET1, elle n'est pas très loin de la BNP Paribas, il n'y a pas de souci sur sa solvabilité. Mais les soucis qui pourraient intervenir, c'est plutôt entre guillemets entre vous et votre banque. Okay, il faut comprendre ici qu'il y a plusieurs points, notamment la réduction des services. D'accord, la banque, dans un objectif de restructuration,
elle pouvait, entre guillemets, se voir réduire certains services, fermer des agences ou limiter l'accès à certaines fonctions pour réduire ses coûts. Par exemple, vous habitez, je sais pas moi, à Nîmes ou à Lyon, vous habitez dans un certain quartier de Lyon, ok, en dessous de chez vous, voilà, il y a une agence Société Générale, vous avez votre conseiller qui est là-bas, puis finalement, dans la réduction de services, bam, cette agence la ferme, il faut que vous alliez à l'autre bout de Lyon pour pouvoir faire vos rendez-vous ou contracter vos prêts. Bah évidemment, vous changez de banque, hein, dans ces cas-là, vous vous embêtez pas, d'accord? Et ben ça pourrait être dramatique, vraiment dramatique pour l'ASG, ça pourrait vraiment ramener un typhon, vraiment une sphère vraiment pas très bonne, d'accord? Ou de limiter les accès à certaines fonctions pour réduire ses coûts, les clients pourraient voir leur expérience bancaire se détériorer avec des délais plus longs pour les traitements de dossiers ou des options réduites pour les produits financiers. Deuxième point, augmentation des frais. L'ASG, pour compenser les pertes, pourrait augmenter ses frais bancaires, affectant directement les coûts pour les clients. Cela pourrait inclure des hausses sur les frais de tenue de compte, les frais de découvert ou encore des coûts liés aux cartes bancaires. Donc là, pareil, ça peut ne pas plaire aux clients, d'accord? Si BNP Paribas vous propose une carte à 6 euros par mois et que là on vous dit on vous la met à 8 euros, plus votre agence ferme en bas de chez vous, dans l'aspect vous allez changer de banque, d'accord? Donc c'est ça qui peut poser des soucis de rentabilité pour la Société Générale et donc de conformité et donc aggraver sa situation à l'heure actuelle, d'accord? Même si elle vend beaucoup d'actifs, qu'elle va pouvoir potentiellement se restructurer et redorer un peu son image à terme, ça pose quand même beaucoup de soucis, d'accord? Et ça, il ne faut pas se mentir avec, et il ne faut pas faire l'autruche. Troisième point, perturbation des services de prêt. Les prêts hypothécaires personnels ou commerciaux pourraient être affectés. SG pourrait réduire et durcir ses critères d'octroi de crédit, limitant ainsi l'accès au financement de nombreux clients. Les taux d'intérêt pourraient également être augmentés, rendant les emprunts bien plus coûteux. Il faut comprendre qu'une banque, comme elle gagne de l'argent, elle gagne de l'argent sur les intérêts qu'elle va vous prendre, sur les prêts qu'elle va pouvoir vous produire, d'accord? Donc ça veut dire que s'il y a moins de prêts, elle a moins d'intérêts, donc elle a moins de revenus personnels, donc de rentabilité, de bénéfices nets et j'en passe. Okay, les coûts opérationnels, même si on réduit tout ça, ils vont peut-être augmenter ou se stabiliser, mais bon, c'est pas bon, d'accord? On n'est vraiment pas sur des bonnes traductions ici, c'est pas du tout sur de bonnes conséquences. Quatrième point, risque de fusion et impact sur les conditions de compte. En cas de fusion avec une autre banque comme BNP Paribas, les conditions de compte pourraient changer. Les clients pourraient devoir s'adapter à de nouvelles politiques bancaires, à des changements et justement des changements de conditions de leurs produits ou un transfert de compte vers une autre banque. Ça aussi, c'est un peu embêtant, hein. Ça fait un peu peur à une personne lambda de dire oh là attends, SG vient se faire acheter par BNP Paribas, moi je connais pas cette banque, j'ai pas de personne à qui parler, d'un coup mon interface elle change, il faut qu'on me redonne des logins, j'ai pas que ça à mes comptes, on dit que ma carte dans 3 mois elle sera plus utilisable, ça procure un certain stress sur le marché. Encore une fois, le marché est très psychologique, donc surtout dans la banque. Donc ça pose beaucoup de soucis. Perturbation de services en ligne et mobilité avec des ressources financières sous pression. SG pourrait rencontrer des difficultés à maintenir ses lignes, services en ligne et mobiles à jour, ce qui pourrait entraîner des interruptions ou une expérience utilisateur dégradée. Et si ces points impactent sur la confiance, enfin l'incertitude autour de l'avenir de la SG pourrait entamer la confiance des clients. Ceux-ci pourraient choisir de transférer leur compte vers des banques perçues comme plus stables, provoquant une fuite des capitaux qui pourrait encore aggraver la situation de la banque en question. Donc effectivement, vous voyez, on a quand même des conséquences qui sont quand même tous interconnectées et beaucoup de personnes ne vont pas s'affoler là-dessus. Mais il y a même beaucoup de personnes qui ne sont même pas au courant de tout ça. D'accord? La plupart des gens lambda qui n'ont pas de conscience financière ou qui n'ont pas d'éducation financière ne s'intéressent même pas, on va dire, avec les partenaires avec lesquels ils travaillent, où ils vont pouvoir mettre leurs fonds, ou les crédits avec lesquels ils vont pouvoir contracter, ce qui est très 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 problématique dans un certain sens, parce que la plupart du temps, quand vous êtes jeune, vous créez un compte parce que vos parents sont chez telle banque, mais vos parents sont chez telle banque parce que leurs parents aussi, d'accord, depuis 25 ans ou 30 ans. C'est en principe la plupart des choses. Moi je sais que dans mes premiers comptes que j'ai créés, j'ai tout de suite créé un compte, c'est une banque qui je savais avait un bon CET1, d'accord, à mes 18 ans pour être honnête avec vous. J'avais déjà ces connaissances, mais surtout en banque en ligne au début parce que c'était beaucoup plus simple, pas besoin de se déplacer, c'était beaucoup plus facile. Et donc forcément les conséquences elles sont nombreuses, elles sont interconnectées et ça pourrait prendre place bien plus vite que prévu. Donc les hypothèses et les projections, parce que c'est quand même important de le noter, si les ventes d'actifs et les stratégies de redressement ne parviennent pas à stabiliser la SG, il est possible que la banque se retrouve en position de devoir accepter une offre de rachat. Pour les clients, ce scénario pourrait signifier une transition vers une nouvelle institution financière avec toutes les complexités que cela implique, nouveaux systèmes, potentiel changement de frais et adaptation à une nouvelle culture bancaire. En conclusion, la situation de la Société Générale est préoccupante non seulement pour les investisseurs et les marchés financiers, mais aussi pour ces millions de clients dont la relation avec la banque pourrait être profondément affectée si la crise s'aggrave. Les mois à venir seront décisifs pour l'avenir de la SG et le confort des clients. Et ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que depuis 2008, d'accord, depuis vraiment la crise des subprimes juste ici, on a fait moins 90% vers le bas et nous ne sommes jamais, le cours boursier n'est jamais revenu rejouer avec ces niveaux-là, ou tout du moins revenir à des niveaux de valorisation semblables avant 2008 qui étaient vraiment très bons. Mais bon, là, toute cette partie-là, c'était catastrophique, hein. C'était vraiment pas bon du tout. Moins 80% ici entre 2018 et 2020. Bon, 2020, ça
Ça a vraiment mis un gros coup derrière la tête, d'accord, le Covid ça a été catastrophique, mais si vous voulez, on a des forces de frappe sur l'ASG qui sont décuplées. C'est-à-dire que, par exemple, BNP Paribas, oui, ils vont prendre des claques, ils vont prendre des moins 30%, etc. Mais vu que, si vous voulez, les investisseurs à la base ne sont pas confiants en la Société Générale, ils vont être beaucoup plus à cœur de vendre la Société Générale, de se délester de la Société Générale que du BNP Paribas. Ils vont s'en délester aussi, parce que ça va apporter de la peur, mais la force de frappe pour les événements négatifs au niveau de la Société Générale va être beaucoup plus intense par rapport à tout l'audit qu'on vient de formuler que par exemple par rapport à BNP Paribas. Okay, je prends BNP Paribas parce que c'est la plus grosse banque, une des plus grosses banques européennes. Okay, donc voilà pour ça. On se retrouve sur graphique, ok, donc on va aller voir la Société Générale qui se situe juste ici, d'accord, donc sur l'Euronext, et on peut voir que voilà, c'est pas bon du tout, ok, c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment, c'est absolument horrible, ok. Là, entre le plus haut de 2008 et le plus bas de 2008 en 2011, du coup, on a perdu 90% de la valeur, ce qui est énorme, on n'a jamais réussi à se remonter de tout ça. Le plus bas de 2008 jusqu'à à peu près, ici 2017, on avait gagné quand même ici 265%, c'est évident, hein, ça paraît énorme, mais en fait, on est passé d'une action qui valait à peu près 14, on est passé de 148 à 14, donc on a fait divisé par 10, après on est passé de 14 forcément à 52, donc c'est 260% exactement, 265, voilà, c'est noté ici, et après le plus bas de 2017 jusqu'à 2020, oui, ici c'était catastrophique, à moins 80% encore une fois, donc malgré tout, voilà, les coûts de restructuration pourraient potentiellement ramener l'ASG à aller chercher des beaux niveaux, ici de manière technique, de manière graphique, encore une fois, hein, si vous n'avez pas vu les vidéos de la chaîne publique qui sont gratuites, hein, c'est vraiment là pour ça. L'objectif de la chaîne YouTube, c'est ça, c'est de partager mon savoir, mes connaissances, mes compétences de manière totalement gratuite. Ici, vous allez pouvoir justement, voilà, peut-être attendre une accumulation pour aller chercher des plus hauts. On va vraiment attendre un petit peu ce que les audits vont pouvoir nous formuler, mais pour être honnête, je suis quand même assez, comment dire, assez pessimiste un petit peu sur cet avenir-là. Alors oui, on a beaucoup de fonds propres maintenant. Est-ce que ça va marcher? Ça peut prendre encore des années. Malgré tout, on est vraiment sur des plus bas. On sait qu'on est en pricing de récession. On peut aller sur la BNP Paribas, hein, si vous voulez, BNP Paribas sur l'Euronext. Vous voyez que les récessions ici, ça fait jamais bon train. Dans tous les cas pour les banques. Donc je peux vous dire que l'AIG peut tomber sur la récession qui arrive. Hein. Très clairement, ils peuvent tomber. À part si on a une fusion juste avant avec BNP Paribas et qu'on a vraiment une bonne utilisation des capitaux pour on va dire l'aspect stratégique de l'entreprise, parce qu'une banque est une entreprise après tout. Mais vous voyez ici, on vient de récupérer un très gros niveau de liquidité sur BNP Paribas. Ça présage rien de bon. Dans tous les cas, toutes les banques vont prendre une très grosse claque, c'est certain. C'est évident. On peut aller par exemple sur American Express, c'est AXP si je dis pas de bêtises. Voilà, American Express qui est une très grosse banque aux États-Unis. Pareil, hein, ici, ouais, pendant toutes les récessions, ça a pris des grosses claques. 2008, c'était catastrophique pour American Express. Mais c'est tellement des mastodontes que dans tous les cas, ils se relèvent. Avec des banques, dans tous les cas, c'est des incontournables. Donc peu importe ce qui leur arrive, derrière, ils pourront refonctionner. À partir du moment où on a une accalmie, si vous voulez, de la situation, ça se relance derrière, d'accord. Un truc que j'ai pas précisé, mais tous les bandeaux rouges que vous voyez là, c'est les récessions, d'accord. Donc vous voyez ici que inévitablement, pendant la récession, ça tombe. Ici, on a les crises des années 80, là, on a les années 90. Ici, crise des valeurs technologiques, crise de 2008, crise de 2000, ok. Les banques, pendant toutes les récessions, de manière on va dire logique, hein, c'est de la finance, prennent des claques, d'accord, prennent des grosses claques, on peut avoir des bank runs, les gens sortent leur argent, ou ils subissent des pertes sur les marchés, bon c'est normal, d'accord. Cela dit, je sais que American Express fera partie des entreprises que je vais lourdement racheter, on va dire post-récession, d'accord. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le débrief vous a plu, après voilà, je suis pas très graphe, hein. J'aimerais faire beaucoup de graphiques, mais le but c'est que je puisse vulgariser les choses pour un plus grand public, que tout le monde puisse comprendre. Dans tous les cas, voilà, si vous voulez plus de graphiques, vous voulez plus de compréhension technique de ce qui peut se passer, voilà, dans tous les cas, j'attends ce niveau-là pour pourquoi pas racheter, mais bon, je ne rachèterai pas dans tous les cas la Société Générale. Il me faudra vraiment des données solides, et pour moi, ce n'est plus une banque solide, en tout cas sur le long terme, à part si elle fusionne avec la BNP Paribas, et encore, il y a des choses qui vont devoir être prouvées, mais vous voyez, on attend une récession, donc bon, là, en principe, ça va pas dans le cours des choses, d'accord. Là, si on a une restructuration même positive, qu'on a une accumulation, la récession va venir mettre une grosse claque à l'ASG. Ça va dépendre de l'image qu'ils vont donner avant la récession. D'accord, c'est vraiment ça qui va être important. En tout cas, à suivre. Vous voyez, BNP Paribas, là, malgré tout, c'est une très grosse banque, c'est une très très grosse banque. Elle va parfaitement se stabiliser. Bon, le cours en bourse n'évolue pas forcément, malgré ses très bons résultats, mais ça rend pas mal. Après, American Express, c'est pas vraiment à comparer, parce qu'ils sont pas vraiment les mêmes façons de faire. Aux États-Unis, c'est surtout bâti sur des cartes de crédit, pas des cartes de débit. D'accord, beaucoup d'Américains vivent à crédit et pas à débit. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout les mêmes formes. Si on met la BOA, Bank of America, alors est-ce que je vais le trouver, Bank of America, est-ce que je vais le trouver, Bank of America, c'est BML, BAC sûrement, BAC, tac, j'ai vu ça.
Voilà, Bank of America, ici, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est très 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 haussier. C'est parce que beaucoup d'intervenants vivent à crédit, d'accord, donc forcément c'est très positif. D'ailleurs, je voulais prendre un très beau achat d'actions ici sur Bank of America. Malheureusement, je m'étais pas fait activer. Mais le système bancaire européen et le système bancaire américain n'est pas du tout comparable. Il fonctionne pas du tout pareil. Le système bancaire américain récolte beaucoup plus de revenus que le système bancaire européen. Parce qu'encore une fois, d'un point de vue du consommateur, ça n'a rien à voir du tout. Et malgré tout, vous voyez, Bank of America, qui est une des plus grandes banques de la planète, avec JP Morgan, etc., ne s'est toujours pas relevé 2008. D'accord, ça a été vraiment une très grosse claque. Hein. C'était un des très gros compères de Lehman Brothers. Donc vous voyez, ils ont mis vraiment beaucoup de temps à se relever. Hein. Mais c'est une banque qui est somptueuse, qui est vraiment très forte. Il n'y a pas de souci avec ça. Elle est vraiment une belle rentabilité aujourd'hui. Ils ont vraiment bien restructuré les choses. Donc va-t-on voir si ça peut se produire pour la Société Générale, malgré tout. Bon, pour moi, tant qu'on copiera pas le modèle américain au niveau de la finance en Europe, on va pas aller loin, si vous voulez mon avis. Après, c'est mon avis, ok, c'est pas du tout le même consommateur, d'accord, il y aurait beaucoup plus de détails à amener tout ça, hein, ne me prenez pas au mot. Mais je pense que voilà, Société Générale, c'est un peu compliqué avec tous les détails qu'on vient de donner. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, on se retrouve dans un prochain format, et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez tout ça. On a vraiment essayé de décrypter un petit peu tout ça, je vous mettrai les sources en commentaire. C'est tout ce qui va être les annual reports de la BNP Paribas, de l'AG, du Crédit Agricole, hein, je fais des comparatifs, c'est pas très compliqué. En tout cas pour cette partie-là, c'est beaucoup d'interprétation évidemment, avec pas mal de recherches et j'en passe. Mais voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.